Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Dernier épisode de l'année et à la toute dernière minute, j'ai complètement changé l'angle de cet épisode de podcast parce que je pensais que j'allais vous parler d'autre chose. Mais finalement, après avoir pris le temps de me déposer, de revisiter aussi les 12 derniers mois de mon année, j'ai pris conscience qu'à ce jour, cette année-ci, qui s'apprête à prendre fin, a été ma meilleure année à vie jusqu'à présent. Je me suis donc, fidèle à moi et à mon amour pour l'introspection, je me suis donc questionnée à savoir quels étaient les éléments qui m'ont justement permis de bâtir une année aussi spectaculaire. Et j'en suis venue à noter pas 5, pas 7, mais bien 10 éléments que je vous partage aujourd'hui dans cet épisode. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que ce qui fait que ma dernière année a été la meilleure à ce jour, c'est pas en raison d'une astuce de productivité et c'est pas aussi en raison d'un coup de chance qui est isolé. Je crois que c'est parce que cette année, je me suis véritablement permise de basculer dans ma nouvelle identité et de l'incarner réellement. Et l'identité précède toujours la stratégie, et c'est d'ailleurs quelque chose que je rappelais à mes clientes de mon Mastermind Expansion pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est notamment pour cette raison-là que j'ai créé Portail. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand je parle de Portail, en fait, sachez que c'est ma plus récente création et elle verra le jour les 6, 7 et 8 janvier prochains. Donc, il s'agit d'un événement 100% gratuit où je vais vous aider à justement traverser le portail de cette nouvelle année-là, non pas avec la personne que vous êtes aujourd'hui, mais avec votre identité future. Mon intention à travers Portail, c'est de vous aider à devenir la personne qui va être capable de réellement incarner l'année rêvée que vous voulez vous créer. Parce que si vous tentez de vous créer une toute nouvelle année avec la version passée de vous-même, vous allez juste continuer de reproduire et de reproduire la même chose. Inscrivez-vous à Portail en cliquant sur le lien dans le résumé de l'épisode ou bien en vous rendant sur mon site web laplanificatrice.com/portail. Je vous invite donc à plonger avec moi dans le vif du sujet parce que j'ai quand même plusieurs éléments que je veux vous partager, plusieurs conseils qui ont tous comme objectif de vous aider à créer votre meilleure année. Le premier conseil, c'est de mettre une date sur un rêve que vous avez. Vous savez, quand on remet à plus tard ou juste quand on dit « Ah, ça, je vais faire ça plus tard », souvent, le plus tard, ça devient jamais. On va attendre que le timing soit meilleur, on va attendre d'avoir plus de temps, on va attendre que les enfants soient plus grands, on va attendre d'avoir plus d'argent. Mais je le redis, plus tard, ça devient trop souvent et malheureusement jamais. Ce qui fait que la première action que vous pourriez poser maintenant, ce serait de mettre une date sur un rêve. Et cette seule et unique action-là, si vous arrêtiez l'épisode maintenant et que vous faisiez seulement cette action-là, c'est possiblement la plus importante et la plus puissante de l'épisode. Parce que si vous osez mettre une date sur un rêve que vous chérissez, votre année ne pourra faire autre chose qu'être extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Je dis ça vraiment en terrain connu. Parce qu'au mois de janvier dernier, donc il y a bientôt 12 mois, ma famille et moi, on a posé une action très très simple et qui a non seulement changé le cours de notre année, mais qui va surtout changer le cours de notre vie. Et cette fameuse action-là, qui était très très simple, a été simplement de mettre une date sur un rêve qu'on avait. Et ce rêve-là est devenu réalité, est devenu concret la semaine dernière.
J'ai super hâte de vous partager ça, mais je vous dirais que là, présentement, je ressens comme le besoin de vivre ça de façon un petit peu plus intime, avec mon petit cocon fermé, ce qui fait que je vais vous partager cette belle et grande nouvelle-là dans les semaines à venir. Mais où je vais en venir avec tout ça, c'est, je vais vous ramener à l'importance de mettre une date sur un objectif parce que voici ce qui se passe lorsque vous mettez une date sur un rêve que vous avez. La première chose, c'est que vous allez enfin arrêter de remettre à plus tard. Puis les rêves qu'on se dit qu'on va faire plus tard et plus tard, veut pas, ça reste dans notre charge mentale. Donc le fait de setter, de fixer une date, ça va libérer votre charge mentale. Ça se peut que ça la remplisse avec d'autres choses, comme peut-être des tâches à faire, des trucs à mettre en place, mais honnêtement, je pense que la puissance et la motivation que ça va vous donner à l'intérieur de vous, ça va être beaucoup plus positif que le poids mental de toujours remettre à plus tard quelque chose qu'on a tellement envie de réaliser. Autre chose qui va se passer également, et je l'ai vraiment ressenti moi cette année, c'est que la suite de votre année va se dessiner autrement. Parce que si vous posez des actions différentes, vous allez aussi prendre des décisions différentes. Depuis qu'on a pris en janvier dernier cette décision-là, mon conjoint et moi, c'est fou comment notre année a été transformée simplement à cause qu'on a finalement décidé de mettre une date sur un rêve commun que nous avions. De plus, ce que j'ai envie de vous dire également, c'est à partir du moment où la décision est prise, et à partir du moment où la décision est prise pour de vrai, là, parce qu'on peut prendre une décision mais pas l'honorer, mais moi je parle ici des gens qui vont prendre une vraie décision et qui vont mettre une vraie date. Donc, à partir du moment où la décision est prise pour de vrai, je vous assure que votre énergie va changer. Moi, de mon côté, c'est comme si le jour où on a pris notre décision et qu'on a mis une date sur cette décision-là, j'ai complètement commencé à incarner une nouvelle identité de moi-même. Puis c'est comme si l'ancienne moi était restée derrière, tout simplement. Et pour vous aider justement à vous en tenir à cette fameuse date-là que vous allez vous fixer, je vous invite à vous commettre. Tu sais, moi, de mon côté, comme je gardais ce projet-là secret, c'est juste avec mon conjoint, en fait, que je me suis commise et ça a été suffisant pour moi et pour nous. Et en plus de ça, je vous assure que l'énergie était positivement différente après ça dans notre maison. Et puis, mettre une date sur un rêve, je trouve que c'est aussi de vous donner la possibilité d'accélérer le temps. Parce que, encore une fois, de mon côté, si je n'avais pas mis cette année une date sur ce fameux rêve-là, bien, je regarderais encore ce rêve-là comme s'il était super loin. Puis, encore une fois, je me dirais, j'espère avoir comme un peu suffisamment de chance pour réaliser ce rêve-là dans 5 ans. Parce que, sérieusement, si je n'avais pas mis de date sur ce rêve-là, je serais encore en train de rêver à ça. Alors, le premier conseil était sans doute le plus puissant et le plus important. Et c'est très simple. C'est tout simplement de mettre une date sur un rêve que vous avez. Le deuxième conseil que je vous partage, c'est de cultiver les relations énergisantes et d'éliminer les plus drainantes. On va jouer un petit jeu, là. Je vais vous poser 2 questions. La première, c'est quelle personne vous tire le plus d'énergie? Et la seconde question, quelle personne vous donne le plus d'énergie? Et je suis certaine, là, même si je ne vous ai pas vraiment laissé beaucoup de temps pour y répondre, je suis certaine qu'il y a des noms qui ont popé dans votre tête ou qu'il y a des visages que vous avez vus dans votre tête. Les gens qui vous donnent de l'énergie sont souvent ceux que vous auriez envie de voir le plus souvent. C'est également ceux pour qui vous êtes souvent toujours prête à faire de la place dans votre horaire, même si votre horaire est super chargé. C'est le genre de personnes pour qui on a vraiment envie de faire un petit trou là, dans une journée, même si techniquement on n'a pas le temps, parce qu'on le sait que passer un moment avec ces gens-là, ça va nous énergiser, puis ultimement, ça va juste nous rendre plus productifs pour le reste de la journée. C'est aussi ces personnes-là, ceux qui peuvent nous faire des fois des longs messages vocaux, puis quand on voit un long message vocal, ben moi, en tout cas, je ne sais pas comment vous vivez les messages vocaux. Moi, souvent, les messages vocaux, s'ils sont moindrement longs, je suis là, mon Dieu, ça va être lourd, ça va être long. Mais les personnes qui nous énergisent, même si le vocal est long, on est comme super emballé puis super excité de l'écouter parce qu'on le sait que ça va nous propulser puis que ça va nous énergiser. Ce sont aussi ces relations-là qui sont celles, parfois, qui peuvent peut-être même vous empêcher de dormir le soir tellement vous êtes emballé par la connexion que vous avez avec ces gens-là.
C'est aussi ceux qui vous donnent le plus gros boost d'énergie quand vous les quittez. Comme par exemple, peut-être que vous les voyez pendant la journée, puis vous retournez dans votre voiture ou vous retournez chez vous, vous retournez dans votre quotidien, puis vous avez comme l'impression d'avoir un gros boost de motivation à l'intérieur de vous parce que justement, c'est ces gens-là qui vous ont donné et procuré cette énergie-là. Je trouve également que les gens qui nous donnent le plus d'énergie, c'est souvent des personnes qui prennent l'entière responsabilité de leur propre vie. Puis c'est aussi ces mêmes personnes-là qui vous voient pour qui vous êtes réellement et avec qui vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ou de faire semblant. Je suis sûre qu'avec cette petite description-là, vous avez sûrement quelques noms, quelques visages qui vous viennent en tête. J'espère qu'il y en a plusieurs noms et plusieurs visages qui vous viennent en tête, mais c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas beaucoup, puis c'est correct. À l'opposé, les gens qui vous drainent le plus d'énergie sont souvent des personnes qui ont parfois un langage un peu plus négatif ou un petit peu plus superficiel. Ce sont aussi des gens qui parfois peut-être vous envoient des messages et que vous tardez peut-être à répondre, vous procrastinez, puis peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est peut-être parce qu'au fond, ça ne vous tente pas vraiment de vous coller à leur énergie ou de prendre du temps, votre précieux temps pour leur répondre. Ça se peut aussi que ce soit des relations que vous ne voyez peut-être pas dans votre horaire futur ou dans votre futur idéal. Et bon, je comprends là, que dans un monde idéal, là, tout le monde vivrait juste avec des relations énergisantes. Mais la réalité fait qu'on doit parfois, c'est-à-dire faire face à des gens qui nous drainent notre énergie à tous les jours ou bien quelques fois dans la semaine. Peut-être parce qu'ils sont dans votre famille, peut-être qu'ils sont dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ce qui fait que si jamais vous vous reconnaissez, ici, j'ai deux choses en fait à vous dire. La première, c'est que si jamais vous êtes prise avec ces gens-là qui vous drainent de l'énergie autour de vous, vous avez assurément le pouvoir de réduire la fréquence de vos échanges avec ces personnes-là. La deuxième chose que j'ai à vous dire, en fait, c'est tout simplement d'écouter le prochain conseil parce que je trouve que le conseil 2 et le conseil 3 sont très, très liés. Mon troisième conseil, afin de vous aider à créer votre meilleure année, c'est de joindre un groupe qui vous ressemble. Vous l'avez sans doute déjà entendu, mais je vais le dire ici. Il y a un adage qui dit là, que seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai longtemps boudé cette fameuse citation-là parce que moi, je suis une fille qui est solitaire et indépendante de nature. Cependant, malgré ma très profonde satisfaction d'aimer la solitude, j'ai compris dans les dernières années que cette citation-là, finalement, que c'est un fait. Et c'est vraiment vrai qu'ensemble, on peut aller plus loin. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'on dit qui est très lié aux relations et aux gens qui nous entourent, c'est on dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ce qui fait que si présentement, là, dans le moment présent, si vous n'êtes pas entièrement satisfaite des 5 personnes les plus directes qui vous entourent, ou si vous réalisez peut-être à l'écoute de cet épisode-ci qu'il y a finalement plusieurs de vos relations qui vous drainent, bien, je pense qu'il est peut-être temps de joindre un groupe qui va non seulement vous ressembler, mais surtout qui va vous élever. Moi, de mon côté, je l'ai expérimenté plus que jamais cette année, à la fois dans mon programme d'accompagnement croissance, mais aussi dans mon tout nouveau Mastermind Expansion. J'ai vu les connexions réelles qui se sont créées dans les groupes, j'ai vu les amitiés se lier, les liens aussi profonds se tisser qui vont perdurer bien au-delà du Mastermind et du programme d'accompagnement croissance. Puis, je le vois à quel point ça élève les gens et que ça les propulse. De mon côté, j'ai aussi cette année intégré un mastermind de mon côté, puis je le vois bien là, que de m'entourer de gens qui m'élèvent et qui m'amènent encore plus loin, bien, ça me permet juste d'atteindre des niveaux qui sont plus hauts, et non seulement je les atteins plus rapidement que ce que j'aurais prévu ou pu planifier, mais je les atteins aussi plus simplement. Fait que c'est vraiment ça la puissance d'un groupe et d'être entouré de gens qui nous énergisent. Puis là, bon, je vous ai comme parlé d'un mastermind puis d'un programme de coaching, puis je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut participer à ce genre d'expérience-là, mais ça peut être tellement autre chose aussi. Tu sais, pourquoi, là, dans la nouvelle année, pourquoi ne pas joindre un cours de groupe? Ça peut être un cours de groupe, un sport de groupe, ça peut être un cours d'art. Je veux dire, j'ai une cliente, moi, qui fait des cours de peinture, puis c'est fou à quel point ça l'énergise, puis qu'elle a découvert, grâce à ce cours-là, une communauté qui l'élève, puis c'est des gens qu'elle aurait sans doute jamais rencontrés autrement. Pourquoi ne pas commencer l'année prochaine à faire peut-être du bénévolat dans quelque chose qui vous plaît, qui vous stimule? Pourquoi ne pas commencer à pratiquer un sport?
Puis pour vrai, en rejoignant des gens qui ont des intérêts similaires aux vôtres, ça va vous permettre très certainement de vous créer une meilleure année. Mon 4e conseil, c'est d'écouter son intuition. Alors oui, je vous parle encore et encore de la fameuse voix de l'intuition. Et pour moi, cette année a été exceptionnelle, notamment parce que j'ai justement laissé plus de place à ma petite voix intérieure. Et bon, je vous mentirais là, si je vous disais que mon mental ou que mon ego ne se sont jamais mis au travers de mon chemin. Ça serait un gros mensonge parce que j'ai vraiment très souvent dû balayer des phrases dans ma tête comme « T'es qui toi pour faire ça? Personne ne va s'inscrire à ce que tu veux créer. » ou bien « Je sais pas moi, t'es pas assez bonne pour faire ça. » Bref, je pourrais continuer encore vraiment longtemps, là. Mais c'est juste que j'ai choisi de laisser plus de place à la voix de mon intuition plutôt que de juste me fier à mon mental et à mon ego. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à force d'écouter la voix de notre intuition, on finit par développer une relation finalement avec notre intuition et surtout, on commence à y faire confiance. Et les opportunités et les idées qui me sont venues à moi cette année, de par la voix de mon intuition, bien, elles m'ont toutes servi à bâtir une année que je considère aujourd'hui comme étant la meilleure à ce jour. Donc, ce n'est pas rien. 5e conseil, choisir une seule nouvelle habitude. Je sais qu'en janvier, la plupart des gens veulent intégrer plus de sport, une meilleure alimentation. Les gens veulent commencer à se lever à 5 heures, ils veulent faire du journaling, faire du yoga, commencer à méditer. Et vous voulez aussi, pour plusieurs, passer plus de temps en famille, cuisiner davantage, des plats plus santé, perdre 20 livres, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, j'ai nommé tout ça, et souvent tout ça fait office d'objectif pour une seule et même personne. Et souvent, cette personne-là veut tout faire ça en janvier. Et honnêtement, là, j'exagère à peine. Ce que j'ai envie de vous proposer ici comme conseil, c'est pourquoi ne pas miser uniquement sur une nouvelle habitude. Moi, en début d'année, je ne m'étais pas fixé 25 objectifs, 25 nouvelles habitudes, mais je m'en étais peut-être fixé 3. Puis finalement, je veux dire, j'ai une vie chargée moi aussi, ce qui fait que des fois, surtout quand c'est des nouvelles habitudes qui parfois peuvent être un petit peu plus difficiles à mettre en place, c'est facile, en fait, de laisser tomber. Ce qui fait que j'ai commencé 3-4 nouvelles habitudes pour finalement m'en tenir à juste une, mais il y en a une que j'ai continué et qui a perduré dans le temps, en fait. Et moi, de mon côté, c'était de bouger davantage. Et je suis vraiment satisfaite parce que oui, si je regarde ma rétrospective, j'ai pas commencé plusieurs nouvelles habitudes. Au final, c'est comme si j'en avais commencé juste une, mais 12 mois plus tard, je la pratique encore, cette habitude-là, et je suis infiniment fière. Parce que si vous vous fixez trop de nouvelles habitudes, la vérité, c'est que vous risquez, en fait, malheureusement, de peut-être pas réussir à toutes les maintenir, ce qui fait que vous allez créer, malheureusement, un sentiment d'échec. Et ça, le sentiment d'échec, ce n'est pas très, très satisfaisant et ce n'est pas soutenable, en fait, pour créer la meilleure année que vous voulez là, pour votre vie. Et je sais en même temps que de se fixer juste une seule nouvelle habitude, là, je le sais que c'est pas très sexy, là, surtout pour les gens en quête de performance, comme vous, je pense. Mais tu sais, au final, à quoi ça sert de se fixer 13 nouvelles habitudes si on n'en tient aucune à la fin de l'année? Pour les personnes qui ont peut-être lu le livre Atomic Habits de James Clear, vous savez sans doute qu'il mise beaucoup sur la puissance du 1% dans son livre. Alors, posez-vous tout simplement la question à savoir, ce serait quoi la seule et unique habitude que vous pourriez intégrer dans votre nouvelle année? Puis pour vous aider à sélectionner la bonne habitude et à faire le bon choix, bien, questionnez-vous tout simplement à savoir, ce serait quoi l'habitude en fait qui vous servirait le plus, à la fois à vous, à votre vision et à la personne que vous voulez devenir. Puis même que pour vous aider, là, j'ai envie de vous ajouter même une petite question supplémentaire, une petite réflexion. À votre avis, ce serait quelle habitude que votre future self vous suggérerait de choisir? 6e conseil pour créer votre meilleure année, c'est de ne pas surcharger votre planification annuelle. Ce conseil-là, c'est possiblement la chose qui m'a le plus servi cette année. Parce que si j'avais complètement rempli mon année par trop de choses, sans blague, là, il y a 50% de mes projets de mon année que je viens de passer qui n'auraient pas pu voir le jour. Ou bien il aurait pu voir le jour puis je serais juste complètement épuisée, là. Puis ce n'est pas ce à quoi j'aspire parce qu'une année exceptionnelle n'est pas une année où on est en épuisement. Ce qui fait que planifier son année, c'est bien, mais assurez-vous de la laisser respirer votre année afin d'avoir l'espace pour ajouter des éléments qui vont s'aligner avec la personne que vous allez devenir en cours de route.
Mon 7e conseil est très lié au précédent et mon 7e conseil, c'est de dire non à ce qui n'est plus aligné avec vous. Dans la même lignée, vous pourriez le transformer aussi. Là, ce conseil-là, vous pourriez plutôt dire que le 7e conseil, c'est de dire oui à tout ce qui est aligné plutôt. Mais ce que je veux vous encourager à faire ici, c'est tout simplement d'oser dire que non, cette chose-là ne me ressemble plus. Alors, peut-être que vous aviez commencé quelque chose dans l'année précédente qui va se continuer dans la nouvelle année, mais si ça ne s'aligne plus avec la personne que vous êtes, vous avez le droit de laisser tomber des choses. Vous avez le droit de choisir que votre chemin, en fait, a changé de trajectoire. Ça, c'est très courageux, en fait, de prendre une décision comme celle-ci, parce que souvent, si on arrête un projet en cours de route ou si on se rend pas à la finalité, en fait, du projet, on va souvent se sentir faible, on va comme avoir l'impression qu'on est justement là, pas capable d'accomplir nos objectifs jusqu'au bout, mais moi, je trouve que ça demande beaucoup de courage que d'arrêter avant la fin un projet si c'est parce qu'il n'est pas aligné. Voilà. Conseil numéro 8 pour créer votre meilleure année. C'est de s'offrir l'espace pour justement aller créer cette meilleure année-là. Parce que créer sa meilleure année, là, ça part pas seulement d'une intention là, puis d'écouter un épisode de podcast comme celui que vous êtes en train d'écouter. Là. Ça demande un minimum d'espace. Moi, en janvier dernier, je me suis offerte une retraite de vision planning dans un hôtel tout près de chez moi pendant 3 jours. Et là, je vous rassure tout de suite, là, vous n'avez pas besoin de partir de chez vous, d'aller dans un hôtel pour faire une retraite et vous n'avez pas non plus besoin de prendre 3 jours dans votre calendrier pour faire ce que j'ai fait. Cependant, puis d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de savoir tout ce que j'ai fait pendant cette retraite-là, je vais mettre le lien dans le résumé d'épisode, mais c'est l'épisode 73 du podcast 168 heures. Mais où je veux en venir, en fait, c'est que ce que vous devez retenir là, et appliquer de ce conseil-là, c'est le mot « espace ». Je vous ai dit, il faut que vous vous offriez l'espace pour créer cette meilleure année-là. Parce que je sais que les responsabilités et le quotidien chargé prennent souvent et rapidement le dessus, d'où l'importance de vous offrir un temps pour aller clarifier qu'est-ce que vous voulez réellement créer pour cette nouvelle année-là. Parce que si vous ne prenez pas cet espace-là pour réfléchir, bien, la nouvelle année va finalement, malheureusement, être juste une répétition de la précédente. Par rapport à ceci, là, au 8e conseil, qui est de vraiment vous offrir l'espace pour créer cette meilleure année-là, j'ai des ressources que j'ai envie de vous présenter ici. Ce sont 3 ressources qui sont 100% gratuites. La première, je vous en ai parlé d'entrée de jeu, mais c'est l'événement Portail 2026, donc j'ai mis le lien dans le résumé d'épisode. Sinon, vous pouvez vous rendre sur laplanificatrice.com/Portail 2026. À ce jour, vous êtes comme déjà près de 1000 à être inscrits. C'est assez fou. Donc, merci infiniment pour votre confiance et votre grand intérêt dans cet événement-là qui est vraiment d'une nouvelle saveur, je trouve, pour ce que la planificatrice, pour ce que j'offre à travers la planificatrice normalement. J'ai également envie de vous rediriger aussi, si vous avez envie d'une autre expérience, aux épisodes 67 à 71. Donc, on retourne dans le passé, là, à l'année passée. Et puis, c'est pour vous diriger vers le défi 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Alors, dans la nouvelle année, l'événement de début d'année que je vous offre et duquel je suis super fière de créer, c'est Portail. Cependant, par les années passées, mon événement de début d'année, c'était le défi 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Un événement gratuit qui était très, très, très apprécié de tous. Si jamais vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le refaire cette année. C'est encore disponible sur le podcast. C'est gratuit, c'est les épisodes 67 à 71. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, mais je vous invite à peut-être le découvrir justement pendant la période des fêtes. Des fois, c'est un beau moment pour faire ce genre d'activité-là. Également, sinon, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais écoutez l'épisode 73 qui est vraiment un retour sur ma retraite de Vision Planning que j'ai fait en janvier dernier. Et d'ailleurs, je vous disais que j'ai fait en janvier dernier une petite retraite pour me permettre de justement dessiner un peu ma nouvelle année, ce qui finalement a été ma meilleure année à vie jusqu'à présent. Mais sachez que je fais la même chose en janvier prochain aussi. 9e et avant-dernier conseil pour créer sa meilleure année, c'est de partir avec l'idée qu'une meilleure année ne veut pas dire une année parfaite. Moi, là, ça a l'air bien beau, là, parce que ma dernière année, là, je vous dis que ça a été ma meilleure année, mais j'ai traversé vraiment, vraiment beaucoup de défis cette année, possiblement plus que l'année précédente. Puis l'année précédente avait été extraordinaire, mais tu sais, l'année que je viens de passer, ça a vraiment été ma meilleure année à vie, mais elle est venue avec beaucoup plus de défis aussi. Notamment, j'ai travaillé beaucoup plus qu'à l'habitude. J'ai eu moins de temps pour moi aussi. C'est venu avec ces réalités-là.
Ce qui fait que j'ai accompli plein de choses, mais il y a d'autres choses aussi que j'ai dû mettre en veilleuse, que j'ai dû mettre sur pause pour justement créer qu'est-ce que j'avais choisi de créer cette année. Mais la beauté, c'est que j'ai tellement appris au cours des 12 derniers mois, ce qui fait que je repars avec de très grands apprentissages qui vont me permettre de bâtir les 12 prochains mois de façon encore plus solide. Et ça, c'est important de prendre un pas de recul et d'aller analyser vos 12 derniers mois avant de créer les 12 prochains. Et j'ai envie de vous rediriger à l'épisode 104 du podcast 168 heures où je vous parle vraiment de c'est quoi la méthode exacte que je fais pour faire mon bilan de fin d'année. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes si vous le désirez. Sinon, vous reculez de 2 épisodes simplement et vous allez pouvoir apprendre le tout. C'est un bilan très accessible, très facile et très rapide à faire, mais qui est infiniment puissant. Puis ça va vraiment, vraiment vous permettre de, justement, établir des bases solides pour la nouvelle année. Et puis, ce que je veux vous retenir, dans le fond, c'est que le but, c'est pas de viser une année parfaite, mais plutôt une année qui va être vivante pour vous, vibrante, qui va vous ressembler et surtout qui va avoir un sens pour vous. Parce que quand on réalise des rêves, ça vient pas juste avec le côté givré, hein? Les défis font partie des rêves aussi. Et dans le mastermind dans lequel je suis, il y a une des filles justement qui a dit quelque chose il y a quelques temps, puis ça m'a beaucoup parlé. Elle a dit, puis elle est anglophone, donc je vais le dire en anglais, elle a dit « Success is so boring when it's boring ». Donc, le succès, c'est tellement ennuyant quand c'est ennuyant. Et bien que ce soit super de vouloir savourer notre réussite et de ne pas toujours être en train de vouloir attaquer la prochaine montagne, moi, je trouve que c'est souvent dans la résolution de problèmes et lorsqu'on traverse des défis à travers nos propres rêves que la satisfaction est vraiment à son comble. Alors, le 9e conseil, c'était de juste partir l'année avec l'idée que votre meilleure année n'a pas besoin d'être parfaite. Il faut juste qu'elle soit vivante, alignée et qu'elle ait vraiment du sens pour vous. C'est ça, en fait, qui va donner la saveur de la meilleure année. 10e et dernier conseil, c'est tout simplement de cesser de prouver et commencer à incarner. Cesser de prouver et commencer à incarner. Concrètement, ça veut dire quoi, ça? En fait, je trouve que prouver, là, c'est beaucoup d'agir depuis l'extérieur, alors que incarner, c'est vraiment d'agir depuis l'intérieur. Puis, tu sais, à votre avis, là, est-ce que vous pensez que vous tentez la plupart du temps de prouver ou si vous avez plus l'habitude d'incarner? Parce que quand on veut prouver, on se demande souvent, si c'est assez, si on mérite notre place, ou bien si on a le droit. Si on a le droit d'être là, si on a le droit de faire ci ou de faire ça. On va aussi souvent se comparer. On va aussi souvent être toujours en mode justification ou bien en mode explication depuis vraiment beaucoup la logique. C'est un peu comme, tu sais, quand on veut prouver, là, finalement, là, si je résume, c'est qu'on recherche la validation. À l'opposé, lorsqu'on incarne, c'est comme si les questionnements internes sont complètement différents parce qu'on va plutôt se demander si c'est aligné. C'est comme si l'alignement va devenir finalement la motivation profonde, ce qui fait que les choix qu'on va faire vont être souvent beaucoup plus simples et en plus, ils vont être beaucoup plus assumés. Et lorsqu'on tente de prouver, on peut le faire par exemple, pour vous donner des exemples concrets, on peut le faire en poursuivant des projets qui ne résonnent plus avec nous ou bien en prenant des décisions qui vont être juste basées sur la logique. Alors que quand on incarne, on n'a plus besoin de convaincre soudainement parce que notre présence seulement va faire le travail. Puis j'ai envie de vous dire un petit peu, moi, concrètement, cette année, comment j'ai, entre autres, commencé à prouver et que j'essaie plutôt commencer à cesser de prouver et à davantage incarner. Je pense qu'il y a plusieurs choses non concrètes que j'ai incarnées puis qui s'expliquent peut-être juste pas derrière un micro, mais j'ai quand même essayé de faire l'exercice de trouver concrètement quelque chose pour que vous puissiez un peu comprendre. Et tu sais, pendant longtemps, comme pour les personnes qui me suivent sur les médias sociaux, là, vous le savez, mais pendant longtemps, j'ai publié vraiment, vraiment beaucoup sur les médias sociaux parce que je pensais que c'était ça, moi, être sérieuse, constante et performante. Et j'obtenais des super beaux résultats. Mais cette année, j'ai commencé à publier vraiment, vraiment moins. Puis je faisais pas ça par stratégie, là, mais je le faisais parce que c'était comme plus aligné avec mon énergie, mon rythme, puis comme qui j'ai envie d'être. Et c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose de super intéressant qui s'est produit. J'ai moins publié, mais j'ai quand même connu une croissance. Puis ce que j'ai compris, justement, en analysant ça, c'est que, en fait, c'est comme si, avant, quand je publiais vraiment beaucoup de façon super constante, je pense qu'en quelque part, j'essayais de prouver.
prouver, je sais pas, que j'étais pertinente, que j'étais présente, que j'étais constante. Mais aujourd'hui, je publie vraiment moins, mais dans chacune de mes publications, puis il y en a plusieurs qui l'avaient senti parce que vous me l'avez dit pour plusieurs, c'est que je suis pleinement présente. Je vous donne 2 autres exemples dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître. Prouver, là, ça pourrait être de dire oui à quelque chose alors que tout à l'intérieur de vous crie de ne pas le faire. Alors qu'à l'opposé, incarner, ça serait d'arriver à dire non à quelque chose sans vous justifier. Puis un dernier exemple, ça serait que, par exemple, pour prouver, c'est peut-être de rester dans un poste ou dans un projet pour démontrer que vous êtes capable de le faire. Alors que d'incarner, ça serait de reconnaître que vous avez dépassé cet espace-là, que c'est plus aligné et d'oser en sortir. Alors, je vous récapitule très rapidement quels étaient les 10 conseils pour se créer la meilleure année. Premier conseil, mettre une date sur un rêve. Le deuxième, cultiver les relations énergisantes et éliminer les plus drainantes. Troisième conseil, joindre un groupe qui vous ressemble. Quatrième conseil, écouter son intuition. Cinquième, choisir une seule nouvelle habitude. Sixième, ne pas surcharger sa planification annuelle. Septième, dire non à ce qui n'est plus aligné avec vous. Huitième, s'offrir l'espace pour créer cette meilleure année-là. Neuvième, partir avec l'idée qu'une meilleure année ne veut pas dire une année parfaite. Et dixième, cesser de prouver et commencer à véritablement incarner. Si jamais vous n'êtes pas dans un endroit présentement pour prendre des notes, sachez que vous pouvez toujours vous rendre sur le blog de la planificatrice et vous avez toujours accès au résumé détaillé de chacun de mes épisodes. Alors voilà, vous savez maintenant tout de moi. Vous savez comment je suis parvenue à créer ma meilleure année à vie et c'est à votre tour maintenant. Et pour vous aider à débuter la nouvelle année de manière ancrée et motivée, je vous invite à me rejoindre gratuitement à l'événement Portail. Portail, je vous en ai déjà parlé un peu dans l'épisode, mais je vais aller clarifier ici que ce n'est pas un défi de planification. Il s'agit d'un événement de transformation identitaire, ce qui fait que je ne vais pas vous apprendre à planifier votre année, mais je vais plutôt vous montrer comment changer votre relation au temps et ainsi provoquer votre futur. Parce que c'est quelque chose que j'ai complètement incarné et compris cette année, c'est que le temps, ça ne se gère pas juste dans un agenda. Le temps, ça se vit, ça se ressent, ça s'habite et ça s'honore pleinement. Alors, au moment où vous entrez dans une relation qui est différente avec le temps, comme l'expérience que je veux créer avec Portail, votre réalité change et votre futur devient soudainement accessible maintenant. Je vous demande juste de me donner 3 jours et je vous assure que vous aussi, vous allez pouvoir y parvenir. Alors, c'est un rendez-vous les 6, 7 et 8 janvier et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur laplanificatrice.com/portail 2026. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!